Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant d'ouvrir la séance du conseil municipal, je vais laisser la parole à Sarah Noël, directrice développement Maison de Marianne, et Hélène Dewey, directrice de projet Évidence Habitat Universel, pour nous présenter le projet de résidence intergénérationnelle sur la commune de Bruay-la-Bussière. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc Hélène Devine, directrice de projet chez Évidence Habitat Universel. Donc on porte un projet sur la commune de 87 logements en résidence intergénérationnelle avec notre partenaire qui est Maison de Marianne qui se présentera. Donc c'est un projet qui a été mûrement réfléchi sur un terrain qui est rue Raymond et Bussy-Aubrac. Et donc qui présente 80 logements, 80 appartements et 7 maisons plein pied en béguinage et donc une salle commune qui permettra à l'ensemble des résidents de profiter de services que Maison de Marianne proposera et d'activités, de jardins partagés. Donc on vous présentera l'ensemble de la résidence avec les slides. Je vais laisser Sarah vous présenter brièvement Maison de Marianne. Merci. Donc, bonsoir à tous, Sarah Noël, je suis la directrice du développement Hauts-de-France pour les Maisons de Marianne. Je commence du coup la présentation. Donc Maison de Marianne, qui sommes-nous? On est une société qui a été créée en 2008. On est parti d'un constat très simple, c'est qu'il manquait un type de produit au niveau des logements pour les personnes âgées. À l'heure actuelle, on a une population qui est vieillissante, qui vit dans des maisons qui sont trop grandes, peu accessibles, en somme pas adaptées en fait à leurs besoins. Nous, on vient proposer un type de logement qui réponde à cette problématique, à ce besoin des personnes âgées, ce qui permet aussi de pouvoir garder les personnes âgées sur la commune de résidence. Donc nous, on est pionniers et leaders de l'habitat solidaire. Donc l'habitat solidaire, c'est justement ce qu'on propose sous forme d'habitat intergénérationnel. Le but des Maisons de Marianne, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées en créant du lien intergénérationnel via un animateur, salarié de Maison de Marianne, qui intervient plusieurs demi-journées par semaine dans la résidence. On a plusieurs entités chez Maison de Marianne. Donc la première, c'est Marianne Développement, qui pilote donc, le projet architectural. Donc c'est l'entité pour laquelle je travaille et pour laquelle on accompagne Évidence Habitat Universel. Pour la partie Maison de Marianne Service, donc c'est l'entité qui s'occupe de gérer le projet social. Donc c'est l'entité avec laquelle la mairie, le CCAS, etc. travaillera avant la livraison pour monter tous les ateliers, les animations et également intégrer donc, les différents prospects à la résidence. Donc ce travail-là est fait en commun avec les services de la commune, le bailleur et Maison de Marianne. Et enfin, on a une association, donc Marianne Solidarité, qui fait partie intégrante de notre groupe et qui, elle, est contractualisée directement avec le bailleur pour pouvoir proposer des animations, des ateliers. Là, sur ce projet, 4 demi-journées par semaine. Donc on a une présence quasiment quotidienne de notre animateur sur site. Donc nos objectifs, c'est d'accompagner nos partenaires tout au long du projet. Donc on le voit via la présentation des différentes entités. On est là de la conception de l'opération au montage avec la mairie, et ensuite l'exploitation de la résidence se fait par nous. Le bailleur social qui a été identifié sur cette opération nous permet de proposer des animations sur 10 ans, donc reconductibles tacitement. Donc en fait, on a une présence quasiment quotidienne pendant des années sur nos résidences, ce qui crée aussi un lien entre l'animateur et les résidents. On est également un levier du bien vivre ensemble et du bien vieillir chez soi. C'est vraiment nos deux leitmotivs. On veut que la personne âgée soit autonome le plus longtemps possible et en même temps qu'il y ait un lien, un partage, un échange qui se crée via notre animateur. Et enfin, on conçoit et donc on anime des lieux d'échange et de rencontres. Donc via un cahier des charges techniques que je vous présenterai juste après, qui est assez précis et qui propose des espaces partagés communs. Et également donc, ce projet social dont je vous parlais, qui a pour but de faire cohabiter des jeunes, des couples, des familles, des seniors. En général, dans nos résidences, on a 50% de nos logements qui sont fléchés pour les personnes âgées, avec 10% de ces logements pour les personnes en situation de handicap. Et le reste des logements sont des logements familiaux, destinés à des familles monoparentales, jeunes couples, jeunes actifs, etc.
Par contre, on est 100% logement social. On est référencé en tant que logement dans le quota SRF. C'est pour ça qu'on travaille en vente en bloc avec un bailleur social. Et donc également, on apporte des services de bien-être, mais ça je vous préciserai un petit peu après au niveau de la présentation des aspects techniques. Donc on se définit comme plusieurs types d'habitat. On est un habitat inclusif, puisque tous nos logements sont adaptés PMR. On vient pousser plus loin la réglementation, puisqu'ils ne sont pas adaptables comme l'exige la réglementation, mais ils sont bien adaptés PMR. Donc en fait, on peut proposer ce type de logement à des personnes en situation de handicap quand il y a du coup un turnover du logement. On est également un habitat participatif, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on favorise le bien vivre ensemble et le bien vieillir chez soi. La personne, donc avant l'entrée en résidence, on monte un rendez-vous au moment de la livraison pour recenser les besoins, les envies de chacun des résidents et pouvoir proposer des ateliers, des animations qui correspondent à ces besoins. Donc on a un panel très large d'animations et d'ateliers et on vient proposer, on pioche en fait dans ce panel pour proposer ce type de solution à nos résidents. Évidemment, un travail est fait en amont parce que c'est une résidence qui est un petit peu particulière. On souhaite que nos résidents jouent le jeu pour créer du lien, ça reste aussi notre objectif premier. Et voilà, donc on a 32 actions de communication avant la livraison pour justement un petit peu conditionner et avoir le retour, s'adapter aux futurs résidents de l'immeuble. Et donc on est un dispositif pérenne et de qualité puisqu'on a un partenariat dans la durée, je vous le disais, de la conception à l'animation qui s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. En fait, on est très souple chez Maison de Marianne. On a donc un cahier des charges techniques et un projet social qui sont le socle de notre concept. Par contre, on s'adapte vraiment selon les besoins des résidents, les besoins de la commune. On peut ouvrir on le fait sur notre résidence de Saint-Lenoble d'ailleurs, on ouvre nos espaces communs au club senior de la commune pour faire les lotos, etc. Donc on veut vraiment créer du lien sur l'ensemble de la commune au-delà de notre résidence. Donc pour l'habitat inclusif, donc là on rentre un petit peu plus dans les aspects techniques. Donc on a des espaces partagés communs, on en a plusieurs. On a l'espace de convivialité dans lequel on reçoit l'animateur et les résidents pour pouvoir faire nos ateliers. Donc c'est 3-4 heures pour chaque demi-journée. Donc là on en a 4 sur la résidence qu'on vous propose. On a un cahier des charges assez spécifique sur les ascenseurs, puisque comme tous nos logements sont adaptés PMR, il faut que l'accès soit facilité via ces modalités-là. Et dans les logements, on a un cheminement qui se fait également de la chambre pour la personne âgée, on a un cheminement lumineux qui se fait, on a des volets roulants électriques, on a une cuisine ouverte, enfin voilà, tout est pensé pour l'accès et pour la pérennité de la personne dans le logement. Donc les espaces partagés, je vous parlais de l'espace convivialité que vous avez donc ici. On reçoit nos résidents dans cet espace-là. Sur l'espace que vous avez en bas à gauche, c'est la tisanerie, donc un moment un peu plus informel, comme les goûters d'anniversaire peut du coup se passer ici. Et enfin, vous avez ici notre espace bien-être. C'est un espace qui est un petit peu particulier puisque c'est un local qu'on met à disposition de prestataires de la commune, donc type coiffeur, esthéticienne, médecin, etc. Donc un local qu'on met à disposition de manière gratuite. Par contre, effectivement, c'est une prestation, donc c'est du gré à gré entre le résident et le prestataire. Et ce qui permet aussi d'avoir une résidence qui est ouverte sur le reste de la commune via cet espace bien-être. Donc on a un habitat participatif, donc je suis désolée, c'est un petit peu petit là pour beaucoup à l'écran, mais en fait ça a été recensé en plusieurs types d'activités. On a les activités manuelles, les activités physiques, les grands rendez-vous festifs. On aime beaucoup pouvoir fêter Noël, Pâques, Halloween, etc. Ça crée aussi des moments de partage assez intéressants pour nos résidents. Ce qu'on aime faire, c'est quand on est à proximité d'une école, on crée des temps d'échange entre les écoliers et nos personnes âgées sur, par exemple, des ateliers recettes, cuisine, devoirs, pour le coup, puisqu'on vient inverser aussi le process. Et là, les personnes âgées se sentent impliquées dans la vie de la résidence et clairement, c'est ce qui nous motive dans les ateliers qu'on propose. On a également les activités sensorielles, les activités artistiques et les activités bien-être. En fait, nos animateurs sont formés à la médiation, parce que forcément, quand on vient créer du lien entre les personnes, on est aussi sujet à créer des tensions. On est là pour justement les atténuer. On a un taux de rotation dans nos logements qui est très faible par rapport au logement social classique, puisqu'il est de 3%.
là où habituellement on est sur des taux de rotation à 6 à 7%. Et donc du coup, voilà, on vient travailler sur ce type d'animation-là. C'est vraiment ce qu'on propose à la réunion de présentation de la livraison de résidence. Et toutes ces activités sont gratuites pour les résidents. On est du coup sur du logement social classique, avec des loyers plafonnés, avec des marges locales et des coefficients qui sont appliqués. Par contre, toutes nos prestations sont prises en charge par le bailleur directement et notre association. Donc il n'y a aucun surcoût pour le résident. C'est ce qui fait aussi notre unicité en fait, sur ce type de produit. Donc vous le voyez ici, on a les grands rendez-vous festifs dont je vous parlais, les activités manuelles, les ateliers cuisine, et puis également les activités physiques, artistiques et culturelles. Donc c'est un dispositif qui est pérenne et de qualité. On a une intervention ici donc sur le long terme, puisqu'on est présent avec ce bailleur social-là sur 10 ans. On a un suivi du chantier qui est également gage de qualité, puisqu'en fait on intervient, donc, je vous le disais en début de la présentation, sur la conception de l'opération pour être sûr que notre cahier des charges soit bien intégré à l'opération. Et en même temps, on a des architectes en interne qui s'occupent des audits de conception, mais également des audits de chantier. Donc on a vraiment une présence qui est permanente aux côtés du promoteur, puisque c'est un partenariat pour une livraison effective au bailleur social. Donc voilà, ça conclut un petit peu ce que je disais, c'est une approche partenariale, c'est une solution qui est co-construite avec les bailleurs, avec les élus, le promoteur et puis les acteurs socio-économiques. Je vous ai mis ici quelques références. Donc on a à l'heure actuelle 36 résidences qui sont ouvertes en France. On en a beaucoup en Ile-de-France puisque notre siège social y est. Sur le nord, on a donc la résidence de Saint-Lenoble qui a été ouverte en 2016, donc qui est en exploitation et qui nous permet aussi d'avoir du recul sur les animations qu'on propose. Et on a donc des sujets sur la métropole européenne de Lille et notamment sur le Béthunois qu'on travaille à l'heure actuelle. Juste à titre d'exemple, on a mis donc des références en termes de... Je vous ai mis 2-3 références. L'usage, c'était une des premières résidences à être ouverte en 2014. On a été créé en 2008. Donc en fait, on a voulu ce temps de réflexion pour pouvoir proposer un projet social qui soit cohérent et non pas seulement un projet technique avec un cahier des charges bien précis, mais qu'on soit présent sur un projet social complet qui accompagne le résident de A à Z. Donc celle de Vauréal, où on propose une mixité de produits avec des appartements en location sociale, en accession sociale. On a intégré une école, on a intégré une crèche également. Et sur notre résidence de Saint-Lenoble, on crée justement des ateliers avec la micro-crèche qui est voisine. Donc les temps d'échange et de partage avec les personnes âgées sont vraiment importants sur cette résidence-là. Un autre point qui est également important, vous la voyez ici, celle de Saint-Lenoble. Un autre point important, c'est les espaces extérieurs partagés. Hélène en parlait en tout début de présentation. On demande systématiquement à avoir un jardin potager, parce qu'en fait, les personnes âgées, sinon, se retrouvent uniquement dans la salle commune, et cette salle commune leur sert de référence. On veut les faire sortir de cette salle pour qu'ils puissent aussi créer du lien en extérieur et avoir des moments de partage dans des jardins potagers. Et en fait, c'est assez important puisqu'on les retrouve au moment du coup de la plantation, de l'entretien et de la récolte. Donc il y a vraiment un travail de A à Z qui est fourni par le résident et ça l'implique forcément dans la vie de la résidence. Je vais laisser la parole du coup à Hélène pour vous présenter le projet sur votre commune. Merci. Donc, comme je vous le disais en début de présentation, on a un projet immobilier qui se compose en fait de 11 lots libres destinés à l'accession, où chaque acquéreur pourra créer son projet immobilier, sa maison. Et on a un projet donc, avec Maison de Marianne de 80 appartements, dont 38 type 2, 33 type 3 et 9 type 4, et 7 maisons de type plein pied destinées donc, aux personnes âgées, donc 6 type 2 et 1 type 3. L'espace commun, donc convivialité que Sarah vous a expliqué, qui servira notamment à l'animation, aux prestations de services, notamment coiffeur, salon de bien-être. Et puis donc autour de cette opération, donc, on a donc créé des espaces communs
de type espace vert, voirie, dont le but est d'être rétrocédé à la ville, donc sous le cahier des charges de la ville, bien sûr. Donc, notamment les candélabres, le cahier des charges des voiries sera respecté en fonction de la ville. Et donc on a notamment 22 places visiteurs qui seront destinées donc, aux visiteurs de la résidence et qui pourront accéder à l'ensemble des logements par le biais d'interphonie, visiophonie. Donc voilà. Voilà, là je vous présente donc le projet. Alors donc on est sur des plans techniques. Désolée pour la technicité du plan qui n'est pas très joli. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez donc l'ensemble des lots. Donc on a 11 lots libres de constructeurs. Ici on a l'école qui se retrouve ici. On a un accès qui se fait par la rue Raymond et Lucie Aubrac. Et donc on a créé une voirie en sens unique qui permettra donc d'éviter donc trop de passages devant chaque lot en fait. Et donc chaque lot libre aura son accès et devra intégrer 2 places de stationnement à son logement. Et donc ici on est en point d'apport volontaire sur l'entrée de la résidence. Et donc on a un macro-lot ici qui va représenter la résidence intergénérationnelle qu'on retrouve ici. Et donc on a un bâtiment ici donc, qui représente 80 logements. On a une première poche de parking privatif avec un portail, badge, tout ça destiné aux résidents et accessibilité PMR. Et ici on a une deuxième poche de parking qui permettra de desservir les béguinages et le reste du collectif. Et donc, on a un ensemble de places visiteurs qui se trouvent sur le côté ici et ici. Et donc, dont place PMR. Voilà. Et donc, le bâtiment collectif, on est en rez-de-chaussée plus 3 étages, dont un dans la mansarde. Voilà, là sur la gauche, vous voyez l'école qui est sur la gauche, le parking qui a déjà été créé par la ville, ici, qui est en face de l'école, et notre bâtiment qui vient dans le prolongement de cette voie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Est-ce que ce sont les logements passifs et les types d'énergie qui seraient utilisés ou est-ce qu'il n'y aura pas d'énergie? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y aura un gros siège? Parce que 80 chevaux, c'est pas mal. Est-ce que vous avez vu un gros siège? Alors, je vais répondre à la première question. On est sur un permis de construire qui a été déposé récemment. On respecte la réglementation énergétique 2020. Sur laquelle on va réussir à bonifier de moins 10%. Et on respecte un cahier des charges pour avoir la certification prestataire BE+. Donc en fait, on vient améliorer le bâtiment. En termes d'énergie passive, on n'est pas à l'énergie passive aujourd'hui. Alors d'une part parce que ce serait compliqué d'y arriver. Deuxième part, parce que dans le logement social, c'est une habitude de vie en fait, le logement passif. Il faut savoir le gérer. C'est ne pas ouvrir ses fenêtres, par exemple. Le passif, c'est une habitude de vie qui est difficile à apprendre déjà pour nous. Et donc, il faut faire respecter une habitude de vie à des locataires, donc c'est assez compliqué. Mais on n'en est pas à l'énergie passive. Aujourd'hui, on respecte l'argumentation énergétique avec un moins 10%. Donc on l'améliore. Alors, la géothermie, c'est encore un autre système. Il faut que le sol permette de faire de la géothermie. Aujourd'hui, la géothermie, c'est pas... Tous les secteurs ne permettent pas de faire de la géothermie.
Là, on est dans la craie. Donc, c'est assez compliqué de faire de la géothermie. Pourtant, ça se fait. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. On ne va pas faire un débat ce soir, on présente le projet, voilà, c'est quelques questions. Je laisse la parole, mais on ne va pas faire un débat ce soir. Et donc, pour le concierge, je vais laisser ça. Pour répondre à votre question sur le concierge, en fait, on a, comme je vous le disais, une présence quasiment quotidienne de l'animateur sur la résidence. Donc, en fait, on ne met pas de concierge sur les résidences de moins de 100 logements. C'est une volonté aussi des bailleurs sociaux parce que ça représente quand même un surcoût. Et en fait, le fait de pouvoir retrouver notre animateur 4 demi-journées par semaine sur site, ça atténue en fait les problèmes qu'on pourrait avoir s'il n'y avait pas de présence de concierge. Il sert de référent et de lien avec le bailleur. Il reste joignable. En fait, c'est quelqu'un qui est présent 4 demi-journées. Par contre, il y a des échanges avec des numéros de téléphone qui sont donnés, etc. Donc, s'il y a un sujet, il est joignable. Bien, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation de ce beau projet. Peut-être sur le calendrier, peut-être préciser dans les grandes lignes. Alors, oui, je vais parler dans les grandes lignes. Aujourd'hui, les autorisations sont en cours d'instruction. On prévoit un démarrage travaux sur le 3e trimestre 2023. Et délai de construction, on est sur 24 mois maximum. Donc, en 2025. 2025, première livraison. Donc on livre l'ensemble de la résidence, le bâtiment, d'un seul tenant. Très bien, merci beaucoup pour votre présence ce soir. De toute façon, on aura l'occasion évidemment de présenter ce projet dans les mois qui viennent. Merci beaucoup pour votre présence. On tenait à annoncer ce projet qui va voir le jour dans quelques années, compte tenu du fait qu'on a une délibération qui concerne la cession du terrain. Voilà. Merci. Merci à vous. Bien, j'ouvre maintenant cette séance du conseil municipal et je laisse la parole à M. Delvaux pour procéder à l'appel, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Nous procédons à l'appel. Monsieur Ludovic Pajot. Madame Sandrine Prudhomme. Monsieur Jean-Pierre Pouzou. Madame Émilie Baumard. Monsieur Fabrice Mazel. Madame Lisiane Verroyer. Monsieur Bruno Roussel. Madame Lydie Surel. Monsieur Robert Mille. Madame Laurie Toubier-Zou a donné pouvoir à Monsieur Fabrice Mazel. Monsieur Henri Lazarek. Madame Marie-Thérèse Vandenbuch a donné pouvoir à Monsieur Henri Lazarek. Monsieur Jean-Marie Ludeux. Madame Chantal Frémaux. Monsieur Thierry Frappé a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot. Madame Suzanne Georges. Madame Chantal Bedel-Carrouge. Monsieur Éric Machrovitch. Monsieur Arnaud Gamou. Madame Peggy Lazarek. Madame Maggie Rondelien. Monsieur Julien Escalbert a donné pouvoir à Madame Chantal Carrouge. Monsieur Jérémy Ledéo. Madame Élodie Lecaille-Bejean a donné pouvoir à Monsieur Robert Mine. Madame Caroline Deganski. Monsieur Thibault Mailleul. Monsieur Philippe Boyaval. Monsieur Philippe Prudhomme a donné pouvoir à Madame Sandrine Prudhomme. Monsieur Patrick Courtois est excusé. Madame Marlène Zingiro-Rotard. Madame Sabine Kowalczyk, excusée. Madame Anne Butnet. Madame Chloé Houillet a donné pouvoir à Madame Marlène Zingiro-Rotard. Monsieur Arnaud Jandirac. Monsieur Guy Gilbert. Merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup. Nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il est proposé notre Benjamin du conseil municipal, M. Thibault Mailleul. Pas d'opposition, pas d'abstention. Thibault Mailleul est donc désigné secrétaire de séance. Tout d'abord, le compte-rendu des décisions prises par le maire. Pas de question. Madame Zindero. Oui, je voudrais avoir des explications pourquoi sur la question 22-184, non, pas 184, attendez. Oui, la 22-217, 38 000 € pour une prestation suite à l'annulation de la prestation SAS Roussel Radio. C'est quand même une belle somme pour un événement éphémère.
c'est dans le cadre de l'inauguration de notre hôtel de Lille. Ouais, c'est Voilà, pas le mal. week-end des festivités, on a eu du monde. Et voilà, donc, je pense que l'édifice, et d'ailleurs, on est content de siéger aujourd'hui au sein de notre hôtel de Lille. En valait la peine, et je suis content du nombre de personnes qui sont venues Oui, mais au ce week-end de concert, festivités. quand même, un concert à 38 000 euros, plus 230 000 euros la pause des LED, plus 10 000 euros de feu. Ça n'a rien à voir, là vous êtes en train de se mélanger. Là, C'est donc, énorme. vous emmêlez les pinceaux là. C'est énorme. Enfin, les électeurs apprécieront. Oui, bah, Surtout à un moment de crise pareil. oui, bon, on aura l'occasion d'y revenir dans la vidéo. Oui. Je sais que vous êtes pour la décroissance, on aura l'occasion d'y revenir. Ne vous prêtez pas des intentions, vous ne me connaissez pas suffisamment. Ça fait 2 ans que vous siégez ici, vous je savez, on joue a juste mon rôle d'élu de l'opposition. Voilà, une autre question. 22-204, concernant la signature d'un marché de maîtrise d'œuvre avec l'agence Tekin de Lille pour un montant de 274 000 euros hors taxe pour la restauration de l'église Saint-Martin. J'aimerais que vous vous engagiez ici à respecter la diversité culturelle, parce que ça pourrait être un tiers-lieu. Et comme vous défendez, je suppose, la laïcité, j'espère que vous allez respecter cela également. Ensuite, une autre question, la question 2275, à qui sont destinés les véhicules électriques? C'est les 2 OE qu'on a au service technique. Par contre, je voudrais vous dire quand même, concernant l'église Saint-Martin, que c'est un engagement municipal qu'on a pris il y a 2 ans. Oui, exactement, qu'on a pris. Les gens ont voté majoritairement pour notre liste. Et dedans, il y avait la rénovation de l'église Saint-Martin, qui est chère au cœur de nombreux habitants de la commune de Oui, Briey-le-Ciel. j'ai bien entendu. Donc je sais que vous voulez raser les églises, vous voulez... Non, je n'ai pas dit raser, j'ai dit qu'il faut respecter la laïcité et la République. Vos amis le font à Lille, par exemple. Vous voyez, nous, on est contre ça. Oui, c'est le patrimoine de la commune. On rentre dans la polémique tout C'est le le temps. patrimoine de la commune. Monsieur Pajot, excusez-moi, concernant la rénovation de l'église Saint-Martin, je suis quand même curieux de constater qu'autour de ça, il n'y a aucun projet culturel ni projet cultuel. C'est la rénovation de l'église. Oui, pour la réouvrir. Donc un projet cultuel, alors. Oui, pour la réouvrir, oui. Ah bon? Comme ça a été le cas il y a quelques années à la Jussière, où l'église a été rénovée pour permettre de la réouvrir. Donc tout a été mis au point que le diocèse, effectivement, il y aura l'affectation d'après qui va. Mais là, d'abord, c'est une étude. Ah, d'accord. C'est une étude pour la rénovation Mais je pense qu'on de ne l'église. peut plus mettre effectivement les choses en principe, effectivement, l'endroit, en s'attachant à voir s'il y avait encore un potentiel. Oui, parce qu'il y a le diocèse qui a un bâtiment juste à côté de l'église, il y a les cours de catéchisme, etc. Donc voilà, c'est un espace public. Oui, on n'est pas pour la destruction des églises. Non. Même pour la pratique libre du culte. Nous, on est pour la rénovation totale de notre patrimoine. L'église Saint-Martin fait partie du patrimoine de Briey-le-Ciel. Et je peux vous dire que les habitants ils sont très attachés. J'y suis aussi, monsieur. Oui, d'accord, très bien. Donc j'espère que vous allez nous accompagner dans le cadre de la rénovation de cette église. Je poursuis. La question 2261. Qui est concerné après ça que ça mise en place un programme de solutions numériques de 18 294 euros. Vous pouvez repréciser le numéro? 2261. Oui, c'est concernant le commerce. Alors, ça concerne la société Adelia. C'est dans le cadre de l'action Cœur de Ville avec la Banque des Territoires, en fait. C'est la digitalisation des commerces. C'est pour aider les commerçants, leur apporter une aide de visibilité sur toute la commune. Tous les commerçants de la commune seront associés à cela et ce programme va débuter aux environs du 20 novembre. Ok. C'est bon. Très bien. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous puissiez intervenir en commission pour nous poser des questions sur ces Oui, je l'ai décisions. déjà fait Vous savez, lundi. je sais que vous ne venez pas souvent en commission municipale avant la préparation du conseil municipal. Excusez-moi, Mais vous avez vu tous les dossiers qu'on a pour 3 jours pour les lire, c'est bon. Non, vous avez eu plusieurs jours pour les lire. Voilà. Chez vous, faites votre cinéma. Non, Vous il n'y a venez pas, faire votre on ne fait pas de cinéma. au conseil municipal, C'est pire intervenir, qu'avant, poser c'est des pire questions. qu'avant, il n'y a Voilà. même plus de délai pour lire tout ça. Ce sont les délais légaux. Vous mobilisez en plus la police municipale, alors que j'avais une représentante Vous allez faire d'Habitat votre chez cinéma. moi. Vous avez utilisé quatre policiers pour me livrer les documents. À
oui, en plus vous censurez. Alors. Quel est le sens de la démocratie que vous avez Vous n'allez pas faire votre cinéma pendant tout le conseil municipal. Je sais que vous aimez bien vous donner en spectacle, mais on va continuer la séance et aborder chaque délibération. D'accord? Souvenez de cette région qui existe ici dans ce conseil d'opposition. Oui, bien sûr, mais qui dit n'importe quoi et qui, depuis tout à l'heure, raconte des âneries. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour du conseil municipal, je tiens à vous donner lecture de la composition des groupes au conseil municipal. Donc, groupe de la majorité municipale présidé par M. Thierry Frappé, 27 membres. Groupe de l'opposition municipale dont la présidence n'a pas été communiquée au maire de la commune suite à la démission de M. Frédéric Lecieux de la présidence du groupe en date du 20 août 2022. M. Lecieux a depuis démissionné de son mandat de conseiller municipal. Le groupe est composé de 6 membres. Mme Chloé Houillet, M. Patrick Tourtois, Mme Anne Budinec, Mme Marlène Zinguero, Mme Sabine Kovacic et M. Arnaud Vanderal. Nous avons 2 élus non inscrits, M. Philippe Prudhomme et M. Guy Gilbert. M. Guy Gilbert m'a communiqué ce jour qu'il était depuis le 20 janvier 2021 conciliateur de justice rattaché à la Cour d'appel de Douai. Il en résulte qu'en vertu de l'article L. 237 du Code électoral et de l'article 2 du décret du 20 mars 1978 que la fonction de conciliateur de justice est incompatible avec la fonction de conseiller municipal dans le ressort de la Cour d'appel où ils exercent leurs fonctions. La commune de Boulogne-Lucière est du ressort de la Cour d'appel de Douai. Il convient donc à M. Guy Gilbert de mettre un terme à cette situation d'incompatibilité, c'est-à-dire de faire un choix entre son mandat de conseiller municipal et sa fonction de conciliateur de justice. Donc, première délibération, ça fait suite à la démission en date du 26 septembre 2022 de M. Frédéric Lecieux, conseiller municipal. Donc, il est nécessaire de procéder à son remplacement. Conformément à l'article 270 du Code électoral, Mme Valérie Tourcel, candidate venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est appelée à remplacer M. Frédéric Lecieux, conseiller municipal, élu sur la liste avec force et respect pour Boulogne-Lucière, dont le siège est devenu vacant. Le 28 septembre 2022, Mme Valérie Tourcel, élue sur la liste avec force et respect pour Boulogne-Lucière, a démissionné de son poste de conseillère municipale. M. Guy Gilbert est le prochain sur cette liste. Il est donc procédé à l'installation de M. Guy Gilbert, candidat venant sur la liste immédiatement, qui devra faire un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, entre son mandat de conseiller municipal et celui de conciliateur de justice. Délibération suivante, commission municipale. Donc, suite à la démission de M. Lecieux, il convient de procéder à son remplacement. Donc, pour l'opposition, y a-t-il des candidatures au sein de la commission municipale Finances et Administration Générale? Monsieur Vanderhague, vous n'êtes pas membre de cette commission? Je ne pense pas. Non? Très bien. Je me vote, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, Monsieur Vanderhague, vous siégez au sein de la commission des finances. Ensuite, en date du 11 juillet 2020, le conseil municipal a désigné les représentants de la commune au sein du conseil d'administration du CCAS. Donc, 2 listes ont été déposées, une composée de 8 membres, celle de la majorité municipale, une composée de 2 membres, celle du groupe à leur unité de l'opposition municipale. Suite à la démission de M. Frédéric Lecieux, désigné au titre de la liste d'opposition, je me dois de vous donner lecture de la composition du conseil d'administration du CCAS au titre des représentants de la commune. L'article R123-9 du Code de l'action sociale et des familles dispose que où les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de 2 mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Il en résulte de ces dispositions que les représentants de la commune au conseil d'administration du CCAS sont, au titre de la liste déposée par la majorité lors du conseil municipal du 11 juillet 2020, 7 noms. Au titre de la liste déposée par le groupe de l'opposition alors uni, 1 nom. Ces dispositions sont immédiatement applicables. Je tenais à vous en donner lecture puisque ces dispositions rappelées par les services de l'État nous conduisent à abroger les délibérations 3 et 4. Donc c'est M. Henri Lazarek qui était en 7e position sur la liste déposée en 2020 qui intègre le conseil d'administration du CCAS. Délibération suivante, commission consultative des services publics locaux, remplacement de M. Frédéric Lecieux. Pour l'opposition, y a-t-il des candidatures?
Vous êtes déjà membre, M. Vandera. Je sais. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non? Donc il est proposé pour le groupe majoritaire Madame Émilie Baumard. Pas d'opposition, pas d'abstention? Je vous remercie. Donc Madame Baumard siégera au sein de la commission consultative des services publics locaux. Délibération suivante, commission de délégation de services publics. Donc il est proposé, suite à la démission de M. Lecieux, de remplacer son siège au sein de cette commission. Pour l'opposition, y a-t-il des candidatures? Monsieur Vandera? Monsieur Vandera n'est pas membre de cette commission? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc Monsieur Vandera est désigné pour siéger au sein de la commission de délégation de services publics. Délibération suivante, musée d'Amy, désignation d'un représentant en remplacement de M. Frédéric Lecieux. Y a-t-il des candidatures? Madame Zinguiro, pour siéger au musée d'Amy. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc Madame Zinguiro est désignée pour siéger au sein du musée d'Amy. Délibération suivante. En date du 9 juillet 2022, le conseil municipal de la ville de Boulogne-Bussière a élu à la majorité absolue des voix le maire délégué de la commune déléguée de la Bussière, Mme Sandrine Prudhomme. Ainsi, il en résulte que le maire délégué de la commune déléguée de la Bussière est membre de droit du comité syndical du CIVOM de la communauté de Boésie. Il est donc nécessaire de pouvoir le remplacement de Mme Sandrine Prudhomme en tant que délégué titulaire de la ville de Boulogne-Bussière. Il est proposé pour le groupe majoritaire la candidature de M. Thierry Frappé. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. L'article L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues de l'article L. 2122-7. Pour rappel, l'article L. 2122-7 du CGCT dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après le tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il convient donc de considérer qu'il est nécessaire d'élire un représentant de la commune pour siéger au sein du comité syndical du CIVOM de la communauté du Bourg-Régis au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5211-7 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. C'est pourquoi je vous propose de procéder à l'élection par dérogation et de ne pas procéder à un vote à scrutin secret. Afin d'éviter toute contestation, il me revient de demander au conseil municipal si quelqu'un s'y oppose. Pas d'opposition? Donc je prends note qu'il n'y a pas d'opposition. Donc je demande à ce que cette formalité soit indiquée sur la délibération ainsi que portée au procès-verbal de la séance. Donc il est proposé de remplacer Mme Sandrine Prudhomme par M. Thierry Frappé. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante concernant l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Comme vous le savez, l'engagement pour le renouveau du bassin minier a été signé le 7 mars 2017 à Wany. Au-delà de la rénovation thermique des logements, financée à hauteur de 130 millions d'euros par l'État, il y a eu une enveloppe de 200 millions d'euros qui a été allouée à la rénovation des espaces publics. Les 35 cités minières retenues, 2 cités ont été retenues sur la commune de Boulogne-Bussière. La cité 16-3 du Nouveau Monde, pour un montant de 9,5 millions d'euros, et la cité Anatole France, pour un montant de 6,3 millions d'euros de travaux. Nous sollicitons la participation de l'État et de la région à hauteur de 70% des dépenses de travaux et d'études. L'objectif de cette délibération est de solliciter les subventions auprès des différents financeurs. Alors vous allez me dire, 200 millions d'euros pour 35 cités minières, le compte n'y est pas. Nous espérons que l'État sera au rendez-vous pour la rénovation de ces cités minières, car les communes ne pourront pas faire face financièrement à l'ensemble de ces dépenses. Pour Brouet, c'est une dépense de 16 millions d'euros au total. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Non. Je me vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Et à tous. La demande est présentée par la société LCL2 Vigny Bruet, propriétaire du site dont le siège social est situé à Paris,
en vue de l'exploitation d'une installation de stockage sur la commune de Bruy-la-Bussière et elle est soumise au régime de l'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. La société Filter Target, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de sols sportifs, sera locataire du site. La présente demande a pour objet l'adaptation du dit bâtiment existant aux exigences du futur locataire Filter Target et une remise en conformité à la rubrique 1510 et 2661 de la nomenclature des ICPE. Ce bâtiment existant d'une surface de 20 083,20 m² est situé au parc de la Porte Nord au Christophe Colomb à Bruy-la-Bussière. Il s'agit de l'ex-base logistique d'Intermarché. Afin de répondre à la mise en conformité ICPE, afin de réduire l'impact visuel et organisationnel des cuves de sprinklage sur le site, il a été choisi de répartir la contenance du volume d'eau demandé à l'aide de 2 cuves. Afin de récupérer les eaux d'extinction en cas d'incendie, un bassin étanche de rétention des eaux incendie sera situé dans la partie sud du site, aujourd'hui non exploité. Afin de parfaire la protection de l'ensemble du bâtiment, plusieurs aires de mise en station et des bâches à eau seront prévues en verdure